Merci Pascal. Lorsqu'on a imaginé cet événement avec Emmanuel, on s'était donné au moins deux objectifs. Le premier objectif, c'était de vous présenter quelque chose qui soit un peu différent des bilans annuels. Et compte tenu de l'actualité, notamment de notre profession qui évolue d'une manière assez vite, il nous est paru assez opportun de faire quelque chose à mi-année, ce qui présente l'avantage de pouvoir dresser un petit peu le bilan des 5 ou 6 premiers mois, et surtout d'essayer de se projeter sur ce que pourraient être les 6 premiers mois. La deuxième chose, c'est qu'on a essayé de faire quelque chose qui nous ressemble. Alors, quelque chose qui nous ressemble, on sait que depuis l'origine, l'axe majeur du développement de Catella a été le métier de l'investissement. Alors, on a étoffé un petit peu notre offre de service avec Jean-François et Claude respectivement sur le résidentiel et sur l'expertise, mais il n'en reste pas moins que cette activité reste une activité essentielle. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas essayer d'organiser plutôt cette présentation autour du marché de l'investissement. Alors, quand on voit le nombre de réponses qu'on a eues et cette assemblée, permettez-moi avant toute chose, au nom de tous les collaborateurs de Catella, de vous remercier d'avoir accepté cette invitation, puisque c'est une première. Et lorsqu'avec Pascal, on a envisagé de faire quelque chose en commun, c'était un peu à Paris pour nous, vous savez qu'on aime bien ça, et donc on s'est dit, tentons cette expérience. Donc on verra ce que vous en penserez un petit peu plus tard. Alors effectivement, Pascal disait qu'on allait faire un point sur le marché de la location, je vous rassure. On ne va pas rentrer dans tous les détails. L'idée qu'on a eue autour de cette présentation, c'était de se dire qu'un des éléments constitutifs de la qualité d'un investissement, c'était en partie sa situation locative présente ou future. Et donc par rapport à ça, on a essayé d'isoler les indicateurs du marché locatif, qui peuvent être des indicateurs déterminants, en tout cas intéressants, dans l'approche d'un dossier d'investissement. Donc c'est là-dessus qu'on va essayer de réfléchir, qu'on va vous proposer un certain nombre d'images, un certain nombre de paramètres, un certain nombre de critères. La première chose qui a attiré notre attention a été de se dire, et si on regardait un petit peu le terrain de jeu sur lequel on intervient. Donc on a sélectionné quelques villes européennes et quelques villes internationales pour essayer de regarder en se comparant ce que nous pouvions représenter. Le premier élément que nous avons regardé est le parc. Alors, quand on définit le parc, on a essayé de prendre des frontières communes entre les pays. Raison pour laquelle, sur Paris, nous n'avons pas pris l'ensemble du parc francilien, mais nous sommes cantonnés à Paris, plus le quartier central de l'Ouest. Concernant Londres, on s'est mis à l'intérieur du M25 et on a essayé à chaque fois de trouver des frontières qui soient communes. Et là, bonne nouvelle, et vous verrez qu'on en aura d'autres et que ces bonnes nouvelles méritent d'être regardées d'assez près. Nous, Paris, est aujourd'hui le premier parc en immobilier tertiaire sur lequel nous intervenons. Donc ça nous met en troisième position également au niveau international, ce qui confère, et on le comprend assez bien quand on connaît l'histoire du développement tertiaire de Paris, avec les axes nord-sud, est-ouest, etc., on est finalement sur un terrain de jeu qui est le plus grand en Europe et qui donc présente un intérêt pour les investisseurs. La deuxième chose qu'on a regardée est la rotation à l'intérieur de ce parc, ce fameux volume des transactions qui nous anime à chaque fois pour essayer de comprendre. Et là, même constat, on s'aperçoit que Paris conserve sa première place, toujours dans le trio de tête au niveau mondial, ce qui nous, quand on se compare, on a tendance à dire qu'on peut peut-être se rassurer, et que même si on est dans une situation qu'on connaît tous, et notamment sur le marché locatif, qui est un peu complexe, il n'en reste pas moins que quand on regarde ces indicateurs, c'est déjà deux éléments qui ont tendance à nous faire dire que nous intervenons sur un vrai marché. Le deuxième indicateur qu'on a regardé est celui des valeurs locatives moyennes. Donc nous avons confondu à la fois le neuf et le seconde main. Et notre idée a été de se dire, regardons le comportement des valeurs locatives sur une longue période et voyons si dans le cas de projection qu'on peut être amené à faire en investissement,
quel est l'écart que l'on observe dans des situations économiques très favorables ou dans des situations économiques moins favorables. Et force est de constater qu'à Paris, mais également lorsqu'on regarde sur l'Île-de-France, l'écart est assez cantonné. Alors on parle bien de valeurs moyennes, j'insiste sur ce point, et on s'aperçoit que sur 15 ans, on a une fluctuation qui est assez contrôlée. Nous reviendrons tout à l'heure sur cet indicateur pour le commenter peut-être un petit peu plus en profondeur. Quand on a regardé le parc, quand on a regardé le volume des transactions, quand on a regardé les valeurs, en général, ce qu'on nous demande, c'est de nous projeter un petit peu dans le futur et de savoir à la fois quelle est l'offre disponible et quelle est l'offre à venir. Alors, on a fait apparaître à la fois l'offre disponible à 1 an, que vous voyez en rouge, et puis chaque année, donc vous retrouvez la série depuis 2000, nous intégrons les projets futurs, raison pour laquelle nous avons également mis les projets futurs de 2016 et 2017. L'idée principale étant de regarder soit les opérations lancées, soit les permis. Et là, on fait un constat intéressant. Nous pensons, nous, que notre marché s'autorégule. Si l'on compare par rapport à des situations antérieures, et notamment dans les années 90, où, à une crise de l'économie, nous avions nous-mêmes créé notre propre crise de surproduction, nous sommes aujourd'hui dans un système où l'offre est beaucoup plus contrôlée. Alors, je pense que l'ensemble de la profession étant ici réunie, à la fois les pouvoirs publics, les promoteurs, les banquiers, les investisseurs, l'ensemble de la corporation a gardé en tête probablement ces difficultés et en conséquence de quoi module le développement de chaque opération en fonction de l'opportunité qui est créée, soit en fonction d'un site, etc. Donc cet indicateur est pour nous un gage de prudence et je pense qu'Emmanuel reviendra sur ce thème-là un petit peu plus tard dans son exposé parce que ça a des incidences, puisque on peut même créer à certains endroits des marchés de relative pénurie. Le dernier indicateur, qui est le corollaire de tout ça, c'est le taux de vacances. Alors on sait que le taux de vacances, communément, selon les experts, s'établit à une zone d'équilibre, seuil d'équilibre aux alentours légèrement supérieur à 6%, niveau auquel on considère qu'il n'y a pas de pression sur les prix. On observe, ce qui est assez logique, et on le verra tout à l'heure, que Paris se comporte relativement bien. On sait que le développement de l'offre neuve à Paris est compliqué, sauf à restructurer ou à aménager des ZAC. Et même en Île-de-France, on s'aperçoit qu'on a une amplitude qui est quand même relativement maîtrisée. Alors, ces indicateurs, quand on les regarde un petit peu et quand on les voit et quand on les projette simplement, on se rend compte qu'on a des éléments de structure qui sont assez profonds et qui confèrent probablement à notre marché une solidité qui, bien que nous soyons tous, je dirais, relativement sensibles à la situation financière, économique et même sociale, les derniers chiffres du chômage sont sortis ce soir et je crois ne sont pas extraordinaires, malgré ça, nous avons un certain nombre de fondamentaux qui font de notre profession probablement à des secteurs, certes, qui souffrent, mais qui probablement se comportent relativement bien. Alors vous allez me dire, mais tout ça est un peu trop beau, tout va bien, les fondamentaux sont bons, tout est extraordinaire, et le marché devrait être extrêmement profitable. Alors, on a regardé les choses un petit peu plus en détail, et on a isolé un certain nombre d'indicateurs qui également étaient source de préoccupation et d'inquiétude. Le premier, c'est que nous avons regardé l'historique sur 10 ans du volume des transactions. Là, si on regarde les choses d'un petit peu plus près, on s'aperçoit que la moyenne s'établit au-dessus de 2 350 000 m². En conséquence de quoi, 2013 et 2014 apparaissent quand même dans les 3 moins bonnes années de ces 10 dernières années. Donc, attention, on est quand même depuis 2 ans dans un système où le volume des transactions a tendance à faire diminuer
la moyenne. Alors, quand on a regardé les chiffres, on s'est dit, ça doit cacher quelque chose, parce qu'on est quand même en première place européenne, on a des chiffres qui sont relativement rassurants, et quand on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'on n'est pas très bien placé. Donc on a pris un autre indicateur, qui est l'indicateur de la croissance de l'emploi salarié en France. On l'a regardé sur une période de 15 ans, et on s'est dit, essayons d'analyser les transactions d'une manière assez traditionnelle. On a l'habitude de dire que les grandes transactions sont en dessous de 5 000, que les petites et moyennes opérations sont en dessous de 5 000, et on a donc essayé de trouver s'il y avait une corrélation entre cette courbe de la croissance de l'emploi et le volume des transactions. Le premier indicateur que vous allez voir apparaître est celui des transactions au-delà de 5 000 m². Et là, nous avons fait un constat. 3 fois, nous voyons apparaître que bien que nous soyons dans une situation de décroissance de l'emploi, nous avons eu un rythme des transactions, ou un volume de transactions pour être plus précis, qui était en hausse. Alors on les a regardées une par une. Et on a fait le constat que dans un bon nombre de cas, ces opérations étaient davantage des opérations de regroupement, d'économie, et que si on devait regarder le nombre de mètres carrés libérés versus le nombre de mètres carrés consommés, nous serions probablement proches de zéro, et peut-être même en dessous de zéro. Donc, ces transactions, bien qu'elles pèsent relativement fortes, ne sont pas des indicateurs objectifs de la reprise. Alors après, on a fait de l'autre côté, et on s'est dit, regardons les opérations qui sont en dessous de 5 000 m². Assez révélatrice, je pense que Geoffroy nous en dira peut-être un mot, du tissu économique français. Et on s'aperçoit que là, il y a une véritable corrélation entre les deux courbes. Ça veut dire qu'en clair, nous ne pourrons espérer véritablement une reprise du volume des transactions que dès lors que les petites et moyennes entreprises se remettront à recruter et par la même effet se remettront à prendre des mètres carrés supplémentaires. Bien que le début de 2015 soit de ce côté-là assez encourageant, il est probablement trop tôt, même si on nous explique qu'il y a des facteurs objectifs de croissance, il est probablement trop tôt pour tirer des conclusions. L'autre image, elle concerne les valeurs locatives. J'en ai dit un mot tout à l'heure, je vais peut-être préciser un peu la pensée. Lorsque les entreprises sont en difficulté, elles ont en général comme objectif premier d'essayer de reconstituer leur marge. À ce moment-là, on a tous observé que le poste immobilier, dans le budget d'exploitation d'une entreprise, représentait une partie significative. Or, on s'aperçoit, et on l'a dit, que bien que ces valeurs locatives restent dans un écart qui est relativement simple, on peut regretter qu'il n'ait pas un ajustement plus rapide des valeurs locatives permettant aux entreprises de reconstituer leurs marges et de les inciter à déménager. Alors l'explication, on la connaît tous plus ou moins. On a une exception française qui est constituée par les mesures d'accompagnement et qui servent un petit peu d'amortisseur de situation. On sait tous l'importance que la valeur inscrite dans le bail présente, il n'y a pas de débat sur ce point-là. Là où on pourrait peut-être s'interroger, c'est que dès lors que l'on dépasse le seuil de 15 et qu'on se rapproche de 20, voire qu'on le dépasse, on pourrait imaginer qu'il y a un ajustement de la valeur locative. Loin de nous de penser que le marché repartirait par la baisse des prix. Simplement, il permettrait peut-être à des entreprises qui hésitent de se dire que s'ils peuvent faire une économie substantielle sur leur coût immobilier, ça pourrait les pousser un petit peu à bouger. L'autre indicateur, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, est celui du taux de vacances. Clairement, à Paris, pas de débat, et on connaît tous, en tant qu'investisseurs,
la pression qui s'opère sur Paris. Je ne dévoilerai pas ce qu'Emmanuel nous dira tout à l'heure. En revanche, nous avons isolé deux autres secteurs qui sont très proches de nous. Le premier, c'est le secteur de la défense. Alors, le secteur de la défense est un spécialiste de la montée et de la descente. On connaît l'explication des grands immeubles, des grandes tours. Il suffit que 3 immeubles se libèrent et ça fait monter le taux de vacances. Néanmoins, on s'aperçoit que comme on alterne le meilleur comme le moins bon, dans une longue période, on est capable de dire que la défense remplit quand même totalement son rôle. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit interpréter non pas à court terme, mais plutôt dans une vision long terme d'un investissement. Le deuxième secteur est celui de Boulogne. Boulogne, on en a beaucoup parlé. Il y a eu une création extrêmement forte et volontariste de créer de l'offre supplémentaire. Il n'est pas sûr qu'au moment de la création de cette offre, il y avait une demande exprimée qui correspondait à cette offre. Et donc, on est passé d'une situation où on a été avec un taux de vacances très important, mais force est d'observer toujours sur une longue période que la commercialisation se réalise, et la presse s'est fait l'écho d'une transaction aujourd'hui encore significative, et qui indique que la ville de Boulogne se comporte bien. Alors, quand on a vu tous ces points, nous sommes arrivés à la conclusion qu'au plan locatif, nous avions un socle, nous avions des fondations qui permettaient de dire que notre secteur de l'économie, ce secteur de l'économie qui est l'immobilier, est un secteur qui bénéficie d'une assise assez forte. Et qu'en conséquence de quoi, bien que nous soyons dans une situation un peu compliquée et que les entreprises hésitent un petit peu à bouger, et c'est quand même ça qui fait le fondement d'un investissement, il y a de bonnes raisons de penser que ce secteur de l'économie rebondira très rapidement dès lors que l'économie aura montré des signes un petit peu plus encourageants. Et ce, même si les pouvoirs publics pilonnent aussi bien au plan juridique que fiscal notre corporation, Claude pourrait nous en parler, probablement même encore plus en résidentiel qu'en tertiaire. Donc malgré que nous soyons, je dirais, l'objet de mesures assez contraignantes, nous observons que nous arrivons à réagir d'une manière assez bonne. Pour illustrer ce propos, et c'est la dernière image que j'aurais aimé vous montrer, c'est que lorsqu'on regarde les cycles économiques qu'on a isolés au moment des situations compliquées, choc pétrolier, bulle Internet, crise financière, crise de la dette, on a essayé de se conforter, parce que lorsque l'on fait ce type d'analyse, on a toujours besoin de savoir si on est influencé par son propre métier ou s'il y a des éléments objectifs. On a regardé s'il y avait une corrélation entre ces événements économiques et le volume des transactions. Eh bien oui. Eh bien oui, il y a une corrélation. Et à chaque fois, avec plus ou moins d'effets d'air, on a observé qu'il y avait une reprise du volume des transactions dès lors que l'économie repartait. Gageons que nous en sommes proches, et je vais céder la parole à mon camarade et ami et associé depuis tellement longtemps, Emmanuel, qui lui va vous dire quelques mots pour venir renforcer cette idée positive que nous avons de notre métier. Merci de votre écoute.